Bonjour, je vais vous emmener aujourd'hui un peu en dehors de France pour aborder cette question des études sur la Chine, notamment sur la Chine contemporaine. Je vais vous emmener aux États-Unis et je vais prendre deux exemples qui me serviront de référence pour comparer notre situation nationale. Et puis je vous emmènerai aussi faire un petit voyage dans le temps pour essayer de comprendre comment et pourquoi les États-Unis ont pris une telle avance dans le domaine qui nous concerne. Mon premier exemple, c'est bien sûr l'université Harvard. Alors on me dira bien sûr, il n'y a pas de comparaison possible. Harvard est l'université la plus riche au monde. Elle dispose d'un capital de 53 milliards de dollars. Aucune université française n'est évidemment dans la course par rapport à ce niveau de financement. Mais on verra que ce n'est pas nécessairement et même pas vraiment l'enjeu. La deuxième université, en effet, c'est l'Université de Californie, Berkeley, première université publique aux États-Unis, certainement la meilleure université publique, avec un excellent département d'histoire où j'ai eu le privilège de travailler et d'enseigner, et qui, elle, a un capital qui ne dépasse pas 3 milliards de dollars. Pourtant, on verra que l'une et l'autre sont assez proches dans leurs moyens mis en œuvre sur la Chine. En juillet 2025, l'université Harvard compte 45 spécialistes de la Chine, toutes périodes confondues, mais principalement des spécialistes de la Chine contemporaine. Vous voyez ici la distribution par discipline, grand champ disciplinaire. On y trouve bien sûr un grand nombre d'historiens, 9, mais aussi d'économistes, mais aussi de politistes. On y trouve aussi des spécialistes de sciences extérieures aux sciences humaines et sociales, comme un spécialiste de l'environnement et même un médecin. Tous travaillent véritablement dans le domaine chinois. Si je me déplace maintenant à Berkeley, en juillet 2025, une fois encore, 46 personnes, une distribution par discipline plus riche encore, une distribution différente, toujours une forte présence des historiens, mais un beaucoup plus grand nombre de sociologues. Ce qu'on remarque davantage à Berkeley, c'est d'autres disciplines, comme Information and Technology, comme Optometry et même Physique. Ces universités disposent donc d'une population de spécialistes de la Chine, installés chacun dans leur département, mais rassemblés dans un même centre d'études chinoises dans le cas de Berkeley, Furbeck Center dans le cas de Harvard, avec un éventail de compétences extrêmement large. Faut-il s'en étonner? Alors, c'est là où l'histoire devient importante. Le lien des États-Unis avec la Chine est multiple. Et une des raisons de ce lien, c'est la présence très forte, ancienne, d'universités américaines privées, essentiellement des universités missionnaires, en Chine. On voit ici un État en 1943 qui montre que avant 1949, il y avait 12 établissements universitaires américains en Chine même. La France en avait 2. Elle n'a jamais disposé d'un maillage aussi serré et surtout sans doute moins d'un lien entre ces universités américaines sur le sol chinois et leurs homologues sur le sol américain. Je n'ai pas exploré cette dimension, mais j'y reviendrai. Je voudrais aborder maintenant une autre dimension et je dois ici remercier une jeune historienne qui a trouvé tous ces documents en faisant une plongée dans les archives de l'Université Columbia, Cécile Armand, qui a très gentiment et très généreusement partagé cette documentation très riche qui montre combien très très tôt les universités américaines ont pris conscience de l'importance de la Chine. Le premier acteur, c'est ce conseil, American Council of Learned Societies, donc le Conseil américain des sociétés savantes américaines, fondé, comme vous pouvez le voir, entre le début du 18e et le début du 20e, 20 sociétés au total, notamment l'American Oriental Society, qui était pendant très longtemps un des points d'ancrage des études de l'Extrême-Orient aux États-Unis. Ce conseil décide en 1928 d'engager une réflexion sur la recherche sur le monde chinois aux États-Unis. Le conseil part d'un constat relativement simple, que je n'ai pas vérifié, mais qui dit qu'en 1750,
on aurait publié beaucoup plus de livres en chinois que dans toutes les langues de la planète réunies. En 1850, il y a plus de livres en chinois que dans n'importe quelle autre langue. Et enfin, en 1928, la plus grande maison d'édition au monde n'est pas à New York, à Londres, Paris ou Berlin, mais à Shanghai. Au regard de cet océan de connaissances sur la Chine ou par les Chinois, le deuxième constat qui est fait, c'est qu'au sein des établissements universitaires américains, au fond, il y a très peu de cours. On a seulement gratté la surface de cet océan. Et la proposition qui est faite est d'engager une grande enquête pour faire un état des lieux. L'un des constats, notamment, c'est de dire que la majorité de ceux qui enseignent sur ces sujets liés à la Chine ne sont pas généralement des sinologues et s'appuient pour leurs connaissances sur des travaux de seconde main. Donc des choses qui ne sont pas nécessairement fiables. Et d'ailleurs, un des objectifs que se donne le Conseil, c'est d'établir une liste des travaux chinois prioritaires qui seraient traduits en anglais systématiquement pour les mettre à disposition de ces enseignants. Une des autres propositions, c'est de créer un grand centre de recherche orientale à Washington. À ma connaissance, il n'a pas vu le jour. Il n'en reste pas moins que le Conseil a réuni de cette manière-là des chercheurs pendant 3 années consécutives, de 28 à 1931. Vous voyez ici les proceedings de la première conférence. Et à l'issue de ce travail qui a été mené, on sait au moins que dans 111 universités américaines, on enseignait un certain nombre de cours sur l'Extrême-Orient. C'est beaucoup plus précisé, bien sûr, dans le rapport. Et que parmi celles-ci, 5 uniquement offraient plus de 10 cours consacrés à ce domaine. Et on y retrouve, je dirais, presque sans surprise, Columbia, Stanford, Harvard, Berkeley et l'Université de Washington à Seattle. Un travail important qui aboutit aussi en 1930 à cet état des lieux complet sur les forces américaines dans le domaine des études chinoises, qui inclut notamment aussi, bien sûr, la fondation très importante en janvier 1928 du Harvard Yenching Institute, qui était un organe majeur jusqu'en 1949 et qui maintenant, vous le savez sans doute, est un centre de recherche de l'université Harvard. C'est le premier point que je voulais mettre en avant. Nous allons faire un bond en avant dans le temps et nous pencher cette fois sur l'initiative d'une fondation privée américaine, la Carnegie Corporation, qui en 1960 se pose la question de que faire par rapport à la Chine en matière de production de connaissances. Elle dit ceci: bien malin qui pourrait dire ce que sera la Chine dans l'avenir proche, mais en tout état de cause, la Chine deviendra un des grands pays au même niveau que les États-Unis et la Russie. Et elle propose, dans un mémoire qui a été rédigé en 1960, de créer un centre de recherche, un grand centre de recherche, à l'image de ce qui avait été fait d'ailleurs par cette même fondation sur la Russie, après 1945, en disant ceci: bien sûr, c'est une initiative centrée sur le monde académique, mais on peut s'attendre à ce que ceci améliore considérablement notre capacité nationale, donc capacité nationale d'expertise, pour faire face, en l'occurrence, à la Chine communiste et à la Chine dans le futur. C'est une sorte de préscience, car effectivement, après 1960, la Chine bascule dans l'utopie maoïste et elle est loin de constituer ce grand pays qui a rejoint le concert des nations avec Deng Xiaoping. Il n'en reste pas moins que ce qui est important de retenir ici, c'est cette prise en compte, cette prise très au sérieux de ce qu'est la Chine et d'y consacrer un centre spécialisé, avec d'ailleurs une hésitation sur Harvard et le MIT pour l'accueillir. Enfin, 1965, on a cette fois l'université Berkeley qui est à la manœuvre pour proposer la création d'un centre de recherche et d'enquête sur la Chine contemporaine qui serait basé d'ailleurs à Hong Kong. Il propose ici un centre de recherche en sciences sociales, un lieu de stockage de documents et de recherche d'informations, de séries continues d'analyse des publications du continent
Pour ceux qui ont connu ceci, c'est bien sûr le University Center qui a été créé à l'Université chinoise de Hong Kong et qui a perduré jusqu'à il y a quelques années seulement. Pour résumer un peu cette chronologie, on voit que dès la fin des années 20, le Conseil des sociétés savantes américaines encourage l'étude asiatique et établit un état des lieux qui a débouché sur des actions. En 1960, la Fondation Carnegie finance une enquête et propose la création d'un grand centre de recherche sur la Chine contemporaine. Et enfin, en 1965, Berkeley formule un plan de création d'un centre d'observation de la Chine contemporaine à Hong Kong. Aujourd'hui, nous avons des dizaines et sans doute même des centaines de chaires et de centres de recherche sur la Chine au sein des universités américaines. Ces deux séries de chiffres que je vous ai montrées, il ne faut pas en être surpris, c'est le résultat d'une prise de conscience, d'une prise au sérieux de la Chine qui n'a jamais eu d'équivalent en France. Cet état des lieux dans deux universités américaines que je vous ai montré précédemment ne doit donc pas nous surprendre. On voit que très très tôt, il y a une prise de conscience de l'importance de la Chine, de la nécessité d'y mettre les moyens, de la nécessité de former des scientifiques, des chercheurs, parce que c'est la clé pour une connaissance qui peut servir non seulement à la recherche scientifique, mais plus largement aux décideurs politiques, aux entrepreneurs. Si je reviens à la France, en 2025, voilà l'état des forces, et une toute petite addition vous montrera que finalement, la totalité des scientifiques spécialistes de la Chine en France tiennent presque dans deux universités américaines. Certes, pas les moindres, il n'en reste pas moins que si l'on regarde les quelques 2650 établissements universitaires américains, on peut se dire que la plupart d'entre eux, en particulier tous les établissements du premier, deuxième et troisième niveau, disposent de spécialistes de la Chine. On est donc très très loin du compte. Y a-t-il quelque chose de surprenant à cela? Pas véritablement. En 1991, le CNRS m'a confié une mission de réflexion en vue de créer en région, c'est-à-dire en dehors de Paris, un institut de recherche sur l'Asie contemporaine. Cette mission de réflexion a d'ailleurs débouché sur la création de deux instituts, l'Institut d'Asie orientale à Lyon et l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est à Aix-en-Provence, devenu depuis l'IRASIA. Dans la conclusion de ce rapport, je pointais le fait que les institutions françaises qui portaient la recherche sur la Chine n'avaient pas fait cette mise à jour intellectuelle comme l'avaient fait les institutions américaines, en particulier en sortant les études sur la Chine de la sinologie, que les institutions en question, au contraire, avaient étouffé le développement de la recherche sur la Chine contemporaine, et je disais tout simplement qu'en ce domaine, la France avait 3 décennies de retard. Si j'avais eu connaissance des archives que je vous ai montrées précédemment, j'aurais dit que la France avait 6 décennies de retard. Nous sommes en 2025, soit un peu plus de 30 ans après ce rapport, et une initiative qui était censée porter le développement de la recherche sur l'Asie contemporaine, notamment la Chine, au sein de l'université française, et il faut bien faire le constat que, finalement, nous n'avons pas avancé. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous, les enjeux, cela veut dire qu'au fond, nous n'avons pas de véritable souveraineté académique, puisque la plupart des acteurs qui ne sont pas scientifiques, et même les scientifiques, s'appuient très largement sur de la recherche extérieure, notamment américaine, que nous n'avons pas une véritable expertise scientifique à la mesure de ce que représente le défi chinois, et que bien sûr, nous n'avons pas la capacité à nous projeter, à faire connaître nos travaux, comme le font les États-Unis, les Britanniques et bien d'autres. La France, en ce domaine, est très largement en retard. La question n'est pas, bien sûr, le manque d'experts ou le manque de scientifiques dans ce domaine, mais celle d'un manque d'investissement structurel, un manque d'ouverture intellectuelle, évidemment aussi de vision à long terme, non seulement au sein des universités françaises, mais au niveau des décideurs, au niveau des instances, ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, CNRS, qui n'ont jamais porté des politiques de long terme avec les moyens adéquats
pour développer une recherche solide sur la Chine contemporaine. Je reviens donc à mon appel à soutenir notre fondation. C'est quelque chose que j'expliciterai davantage dans la prochaine et dernière vidéo pour mobiliser autour de cet objectif, car si nous attendons une action de la part des pouvoirs publics, je crois que cette action ne viendra pas et qu'il faut créer les mécanismes pour que ceci se produise. Merci de votre attention.